Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli78, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, après vous avoir fait mon test de Zelda, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, je me suis dit que ce serait bien que je vous fasse un top 5 justement de la saga. Alors, un top 5 bien entendu subjectif qui ne plaira pas à tout le monde. Chacun dira toujours, moi j'ai préféré tel épisode ou tel épisode, et c'est votre droit, d'accord? Mais c'est mon propre, tout simplement, top 5 à moi. Et je vais vous dire en détail pourquoi j'ai apprécié tel épisode plus qu'un autre. En tout cas, ça reste un avis subjectif. Quoi qu'il en soit, Zelda est une grande saga. Et on peut dire que peu importe le top 5 de telle ou telle personne, il y a toujours eu quelque chose d'assez spécial dans The Legend of Zelda. C'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de le faire, vu que Tears of the Kingdom est sorti et que j'ai fait le test. Là, comme ça, je vais pouvoir vous donner un avis qui reste subjectif, je le précise. C'est parti pour mon top 5 de The Legend of Zelda. Et donc avant de commencer la vidéo les amis, bien entendu je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme par exemple des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Voilà tous les amis. Donc les amis, The Legend of Zelda, saga mythique bien entendu, qui a été découvert sur NES à l'époque, avec de multiples épisodes, c'est pas évident de trouver un top 5. Et du coup, j'ai longuement réfléchi, je me suis dit, bon, j'ai pesé le pour et le contre, et je me suis dit que ce top 5 était selon moi le meilleur possible. Mais selon moi, je précise, je respecte ceux qui vont dire, ouais, j'ai pas aimé celui-ci, j'aurais changé à ta place, j'aurais pas mis dans le même ordre, etc., etc. Aucun souci. Nous allons commencer par le cinquième, enfin, par mon cinquième choix, c'est-à-dire on va aller de 5 à 0, bien entendu. Hein. Donc, en cinquième position, je vais mettre The Legend of Zelda Link to the Past, qui était un épisode exclusif, bien sûr, à la Super NES, qui a fait vendre des Super NES par palette et qui était absolument incroyable. Ce Legend of Zelda Link to the Past nous permettait de voyager, en fait, sur plusieurs parties, c'est-à-dire qu'en fait on avait le monde, enfin on avait le Hyrule que l'on connaît, d'accord, et ensuite on pouvait voyager dans une sorte de monde parallèle, mais qui était en désolation, ce qui fait en fait qu'il fallait par moment pour réussir des énigmes, passer entre le monde d'Hyrule que l'on connaît et passer dans ce côté obscur, en fait ce monde complètement dévasté, et c'était très intéressant pour l'époque, parce que remettez-vous le contexte, Super NES oblige, déjà techniquement parlant, pour l'époque, le jeu était magnifique.
L'OST de Zelda a toujours été exceptionnel, donc l'OST était exceptionnel. Les donjons étaient incroyables, les boss incroyables. Et c'est vrai que scénaristiquement, après un épisode 1, l'épisode 2 qui était sur NES, donc on sentait que ça manquait de puissance, pour la Super NES, Nintendo a voulu faire fort. Et le fait de nous faire voyager entre ces deux, on va dire, ces deux mondes différents, c'était extrêmement intéressant, surtout que dans le monde de la désolation, c'était quand même plus sombre, plus lugubre, on sentait que c'était vraiment la désolation, et on sentait vraiment cette différence par rapport à l'Hyrule que l'on a au début du jeu. Donc scénaristiquement, c'était très intéressant, et ce Link to the Past, j'en garde un souvenir extrêmement bon parce qu'il m'a vraiment marqué, et c'était pour moi certainement l'un des meilleurs jeux, avec top 5 des meilleurs jeux de la Super NES, tout simplement. Donc Link to the Past, numéro 5. En numéro 4, un épisode qui est pas si vieux que ça, et qui moi m'a énormément plu, dans ce qu'a osé faire Nintendo. C'est bien entendu The Legend of Zelda, Twilight Princess, qui était sorti Day One sur Wii à l'époque, qui avait fait vendre des palettes de Wii justement, et le jeu s'est cartonné, avant de sortir en remaster sur Wii U du coup. Et Twilight Princess est un jeu beaucoup plus sombre sur le plan scénaristique que d'autres épisodes de la saga. Bon, même si on peut dire que Ocarina of Time, voire plus Majora's Mask, est vraiment très sombre, mais celui-ci en fait amène deux gameplays différents, c'est-à-dire qu'on a ce Link adulte déjà, par rapport à Ocarina of Time, on le voit aussi en adulte, mais on le voit aussi en enfant. Là c'est vraiment un Link adulte que l'on mène. Donc scénaristiquement en fait, on voyage dans le monde du crépuscule bien sûr, mais en loup. Donc on avait deux gameplays différents, on avait ce Link humain, et lorsque l'on passait dans le monde du crépuscule, on avait ce Link loup justement, avec Midona, personnage très intéressant, qui au début on se dit elle est chiante, et en fait on s'y attache rapidement. On se rend compte qu'elle est extrêmement bien écrite, extrêmement intéressante, et Nintendo a fait fort avec ce personnage, qui nous accompagne tout le long de l'aventure, et on s'y attache en fait. Et en fait ce double gameplay, en être humain, on va dire, en elfe plutôt, et en loup, était vraiment très intéressant. Le plus que j'ai aimé, moi, j'ai trouvé que les donjons du jeu étaient particulièrement réussis. C'était un vrai plaisir de réussir, il y avait des combats de boss très très intéressants, et c'est un jeu qui, pour moi, a une durée de vie très très importante, selon votre façon de jouer. Vous pouvez soit faire les quêtes annexes, soit uniquement vous occuper de la quête principale, mais en soi, pour terminer Twilight Princess, il faut compter une bonne quarantaine d'heures facile, d'accord? Mais le jeu n'a pas été ennuyeux de bout en bout. Je vous dis, en plus dans le monde du crépuscule, il y avait à la fois ce côté grisâtre, mais ce côté coloré qu'il y avait dans Wind Waker. Donc ça, il y a pareil, comme dans Link to the Past, il y avait vraiment ces deux mondes qui étaient complètement différents. Et Nintendo avait réussi tout simplement à nous amener, à nous immerger dans cet univers. J'ai trouvé que c'était un jeu vraiment, déjà l'un des meilleurs jeux de la Wii, mais un des Zelda peut-être les plus matures dans son écriture. Voilà tout. En numéro 3, maintenant en numéro 3, nous allons passer à un jeu qui est sorti en exclusivité. Je vais me dire c'est toujours exclusif, Zelda, je suis con, mais qui était sorti Day One plutôt sur Nintendo Switch, et à l'instar de Twilight Princess pour Wii, la sortie de Breath of the Wild, bien entendu, a fait vendre des Switch Day One comme des petits pains. Et Zelda Breath of the Wild est une réussite totale. Nintendo a pris des risques parce qu'ils sont vraiment aventurés pour le coup dans le monde ouvert, même si dans le tout premier Zelda NES c'était déjà le cas, mais très peu s'en souviennent parce que vu les limitations de la machine, c'était pas évident vraiment de nous faire voir ce monde ouvert. Là dans Breath of the Wild, Nintendo, avec les techniques actuelles, s'est vraiment amusé à nous créer un vrai univers. En gros, tu as un hub et tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Tu joues à ton rythme, et si tu vois une colline là-bas, tu peux aller l'escalader. C'est à toi de te démerder, mais tu pourras aller voir sans mur invisible que tu peux escalader cette colline et juste admirer la vue. En fait, en gros, la récompense c'est d'admirer la vue, mais c'était un jeu dépaysant. Breath of the Wild est un jeu qui m'a marqué. Nintendo a réussi avec brio le fait de passer en monde ouvert parce qu'en fait, il n'y a aucun ennui dedans. C'est un jeu terriblement addictif, terriblement dépaysant en fait. Il est relaxant comme jeu. Après, des défauts, il y en a bien entendu. Un scénario qui tient sur un ticket de métro assez risible, en soyant tout à fait honnête. Et en fait, on s'en souvient pas trop, en fait, on s'en fout. Mais si vous voulez, le scénario, on le met de côté parce que ce que nous apporte le jeu, dans tout ce qu'il y a à faire, c'est très 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 intéressant, et Nintendo avait fait fort, avec déjà quand même les limitations techniques de l'époque, parce que déjà quand elle est sortie sur Switch, il y avait déjà des chutes de framerate,
il y avait des chutes de FPS, c'était horrible, il y avait de l'aliasing, et pourtant, cette patte artistique a fait que ce jeu était grandiose, et qui pour moi, encore aujourd'hui, est bien meilleur qu'à Tears of the Kingdom, qui pourtant a amélioré le gameplay de Breath of the Wild sur certains points, a essayé d'innover sur certains points, mais la magie de Breath of the Wild, je ne l'ai pas retrouvée dans Tears of the Kingdom. J'ai déjà fait le test, vous savez que c'est un jeu qui m'a terriblement déçu. J'ai trouvé bon, mais pas plus. Et en tant que Zelda, c'est certainement mon Zelda le moins bon. Je parle d'avis subjectif. Hein. Le Tears of the Kingdom ne m'a pas accroché comme j'ai accroché à Breath of the Wild, tout simplement. Après, voilà, je respecte ceux qui aiment Tears of the Kingdom, bien entendu. Après, voilà, les affinités ne sont pas toujours les mêmes, tout simplement. Passons maintenant au numéro 2. Alors, le numéro 2, et il y en a, ils vont me dire, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas le bon rythme. Enfin, c'est pas dans le bon ordre. Voilà ce qu'ils vont me dire. Mais je vous répète, c'est subjectif et c'est mon avis. Bien entendu, je parle du mythique, qui est considéré comme comme un des 10 meilleurs jeux de l'histoire, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, qui a été un carton, qui a été un jeu exceptionnel, qui a poussé la Nintendo 64 dans ses derniers retranchements, et qui offre une aventure mémorable. Avec un Link enfant, et ensuite avec cette Ocarina du Temps, en fait, qui nous permet de voyager dans le temps, dans le futur, ou dans le passé, bien entendu, nous permettait de jouer un Link adulte. Donc il y avait bien entendu le cheval Epona qui était dedans, avec un scénario pareil, mature, et qui était très très intéressant, avec des donjons incroyables. C'est simple, dans Ocarina of Time, c'est l'aventure avec un grand A. Tu commences à jouer, tu te dis je vais jouer 1 heure, et en fait tu as joué 3-4 heures sans t'en rendre compte, tellement que le jeu est mémorable. Et je vous dis, par moment, il fallait vraiment, à l'instar de, on va dire, Link to the Past, passer d'une époque à une autre, on va dire, pour essayer de résoudre les énigmes. Mais là, la différence par rapport à Link to the Past, c'est que le Link de Link to the Past reste enfant, qu'il soit dans les deux temporalités, on va dire. Alors que là, dans Ocarina of Time, on a ce Link enfant, mais dans le futur, c'est ce Link adulte. Donc c'est ça qui est beau, parce qu'il y a certaines énigmes, on est obligé de les faire enfant et d'autres adultes. Par exemple, une énigme, je ne sais pas, qui est que l'on trouve avec un Link enfant, bah, il est trop petit, donc il n'a pas assez de force pour pouvoir pousser un bloc, par exemple. Tu es obligé de revenir à cet endroit-là, ou de faire un voyage dans le temps avec le Link adulte, pour pouvoir pousser ce bloc, pour pouvoir permettre au Link enfant d'accéder à cette zone. Donc c'était très intéressant. En termes de level design, c'est incroyable. N'oublions pas que c'était la Nintendo 64 quand même. Et aujourd'hui, même s'il a pris un coup de vieux, bien entendu, et je vous conseille de faire le remake qui est sorti sur 3DS, qui est absolument magistral pour le coup, parce que rejouer, je vais être honnête, hein, au Zelda original de 64, ça fait mal aux yeux. Et on sent que là, justement, que la version 3DS a quand même fait énormément de bien. Voilà tout, donc Ocarina of Time, pour moi, numéro 2 de tous mes Zelda. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi son numéro 1? Attends, s'il n'a pas mis Ocarina of Time numéro 1, c'est quoi son numéro 1? Et je vais vous le dire tout de suite, les amis. Mon number 1, je ne sais pas pourquoi, si c'est la patte artistique, si c'est l'ambiance générale du jeu, mais c'est mon Zelda préféré. The Legend of Zelda Wind Waker. Ce jeu, GameCube, a été pour moi incroyable, hein, une vraie bouffée d'air frais. C'est une ode à la piraterie en plus pour le coup. Voilà, où c'est un mélange de Zelda, bien entendu, avec ce cel shading qui avait été décrié avant la sortie du jeu et qui au final colle parfaitement à l'ambiance. Si bien que ce cel shading a été repris ensuite sur Phantom Hourglass et Spirit Tracks sur DS. Et ça correspondait très bien à la machine. Mais le cel shading de Wind Waker est absolument magnifique. Ça collait parfaitement à l'ambiance du titre. Ça faisait vraiment très dessin animé. Et cette ambiance de piraterie était très bonne. Le plus, sous ce côté bon enfant, au début, on se dit ouais, c'est un dessin animé un peu façon Ghibli. On se rend compte que scénaristiquement, le jeu est plus sombre qu'il n'y paraît. Pareil, de toute façon, chez Nintendo, les Zelda, on peut dire ce que l'on veut. Il y a toujours un vrai côté sombre dans le scénario. Et celui-ci, avec les temples sous-marins, le fait de se balader en bateau, de pêcher des trésors, avec des donjons incroyables, j'ai vécu ma plus belle aventure de Zelda. C'est un jeu incroyable qui, pour moi aujourd'hui, est le meilleur Zelda de l'histoire. Et Wind Waker prouve à quel point, malheureusement, la GameCube n'a pas eu le succès qu'elle méritait, parce que qu'est-ce qu'il y a eu comme pépite sur GameCube quand même?
entre Mario Kart Double Dash, qui pour moi reste le meilleur Mario Kart de l'histoire, entre Baton Kaitos, et là je suis ravi qu'il va ressortir en remaster là sur Switch, parce que Baton Kaitos était incroyable, Tales of Symphonia, qui était sorti à la base en Europe en exclusivité GameCube, bien entendu, Eternal Darkness, qui était un survival horror incroyable, exclusif à la GameCube, du coup, ce Zelda Wind Waker, qui était incroyable aussi, Star Fox Adventures, F-Zero GX, Super Smash Bros, le premier qui était sorti sur GameCube, et à l'époque, n'oublions pas que le tout premier Resident Evil Rebirth était sorti en exclusivité GameCube. Ce qui, à la base, était censé être exclusif, tout comme Resident Evil 0 et Resident Evil 4. Donc ce que l'on peut dire, c'est que il y a eu de sacrés jeux sur le GameCube, et c'est dommage que le Nintendo GameCube, en fait, n'ait pas eu le succès mérité, parce que ça reste une machine incroyable. En tout cas, voilà. C'était mon avis subjectif. J'espère que ça vous a plu, les amis. Wind Waker, vainqueur, numéro 1 pour moi, de tous les Zelda. Tout simplement. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.